pas été faite par moi, elle a été faite par un destin qui était extérieur à moi. J'ai jamais l'impression d'avoir suivi un plan tracé à l'avance et de l'avoir bien suivi. J'ai l'impression que tout est venu comme ça, de façon improvisée, inattendue et non voulue. Paris, 1925. Tous les matins, un jeune homme de 20 ans d'allure bourgeoise part travailler vers le quartier populaire de Barbès. C'est dans le métro parisien que Daniel Guérin découvre son attirance pour les jeunes ouvriers. Les trajets en métro de Saint-Michel à Barbès m'exposaient à une surabondance de tentations. C'est ainsi que, poussé à bout, j'osais solliciter et j'obtins presque aussitôt les faveurs d'un jeune ouvrier. Ma liaison avec Robert ouvrit toutes les vannes. Je devins coureur, dragueur comme on dit aujourd'hui. Mon propos n'était pas seulement d'ordre sentimental. Il y entrait déjà un appétit de transgression sociale. Je lançais un défi à ma classe. Cette classe que le jeune Daniel Guérin défiait était celle de la grande bourgeoisie libérale, au sein de laquelle il était né le 19 mai 1904. C'était un curieux mélange de bourgeoisie libérale, tout à l'heure comme j'ai déjà dit, dreyfusienne, et en même temps d'un arrière-plan d'une famille extrêmement réactionnaire et anti-dreyfusarde. Donc j'ai toujours été pris entre les deux. Congénitalement révolté, en conflit permanent avec mon entourage, j'ai eu avec mon père et ma mère des rapports d'une ambivalence extrême. D'un côté, le heurt souvent brutal, le refus de leur joug, de leur surveillance. De l'autre, la marque profonde, indélébile qu'ont laissé sur moi aussi bien leur libéralisme dreyfusard que leur irréligion, leur goût raffiné des belles lettres, des beaux-arts, et pour ce qui concerne particulièrement mon père, son homosexualité discrète, mais pas tout à fait secrète. Je savais en gros, sans avoir approfondi le problème, que mon père avait un grand attachement pour un garçon qui était à l'armée pendant la guerre 14-18 et qui était cuirassier d'origine. Et alors un jour, mon père me dit, écoute, dans ta garçonnière qui était à l'étage au-dessus de l'appartement de mes parents, boulevard Saint-Michel 22, mon père me dit, ma femme ne voit pas souvent des jeunes filles dans ton appartement, dans la garçonnière. J'ai dit, écoute, je ne t'ai jamais dit pour ne pas te faire de la peine, etc., mais j'ai une préférence marquée pour les garçons. Alors mon père, immédiatement, s'est mis à pleurer, les larmes coulaient le long de ses paupières, donc moi aussi. Élève au lycée Louis-le-Grand, Daniel Guérin veut devenir écrivain. En 1922, il publie le livre de la 18e année, un recueil de poèmes qui, à sa grande surprise, est aussitôt couvert de louanges. Maurice Barrès me fait part du très réel intérêt avec lequel il a bien voulu me lire. François Mauriac croit déceler dans ce petit livre des dons exceptionnels. Le vieux Gabriel Fauré m'adresse une lettre affectueuse. Le bouquet, c'est la lettre de Colette, qui signe alors Colette de Jouvenel sur papier bleu clair. C'est bien émouvant, monsieur, la naissance d'un vrai poète. Je vous remercie de m'avoir envoyé votre œuvre et j'espère que vous n'aurez jamais plus de 18 ans. Daniel Guérin est fêté dans les salons littéraires. Protégé de la comtesse et poète Anna de Noailles, il devient le confident et l'ami fidèle de François Mauriac. Un avenir prometteur s'ouvre devant lui.
Mais il ne va pas suivre cette voie trop bien tracée. En 1925, à son retour du service militaire, sa dissidence sexuelle et son dégoût de l'hypocrisie bourgeoise le poussent à s'éloigner des siens. C'est alors qu'il décide de travailler dans une librairie du quartier Barbès et de vivre son homosexualité avec de jeunes prolétaires. Et c'est de ce contact avec la classe ouvrière que j'ai découvert les conditions d'existence, de vie, de mentalité de la classe ouvrière. C'est là, c'est au lit avec eux que j'ai découvert la classe ouvrière, beaucoup plus que par les traités marxistes ou proudhoniens, etc. C'est à cette époque qu'a lieu l'exécution de 2 militants anarchistes italiens émigrés aux États-Unis, Sacco et Vanzetti, condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. La nouvelle de leur mort déclenche des manifestations dans de nombreux pays. Le 23 août 1927, j'assiste à Paris au soulèvement populaire consécutif à l'exécution sur la chaise électrique des 2 martyrs américains Sacco et Vanzetti, après un calvaire de 7 années. Tout le long du boulevard Sébastopol, les vitrines des magasins sont cassées, les grilles des arbres arrachées. Des jeunes de 17 à 20 ans sont chargés sauvagement par la police à cheval. Le 23 août est pour le jeune homme d'alors une première prise de conscience. Quelques mois plus tard, Daniel Guérin quitte Paris, destination Beyrouth, où la librairie Hachette lui a confié la direction de sa succursale. Ça m'a appris tout simplement le phénomène colonial. Parce qu'il ne faut pas oublier que Beyrouth de 1927, c'était le mandat français, et le mandat français c'était en réalité une colonisation temporaire, puisque sous l'égide de la Société des Nations, c'était une colonisation, et les Français se sont conduits souvent comme des brutes et comme des sauvages. Et j'ai vu l'affreux, j'ai vu des pendaisons, j'ai assisté à des pendaisons d'indigènes à Beyrouth. Et j'assistais à cela de très près. Et je collaborais aux journaux qui paraissaient à Beyrouth. Donc j'ai appris beaucoup de choses du point de vue politique pendant ce séjour au Liban. Et la haine du militaire, la haine du colonialiste s'est insérée en moi et ne m'a plus jamais quitté. Fin 1929, la succursale d'Hachette à Beyrouth ferme ses portes. Daniel Guérin n'a nulle envie de retrouver la France et ce qu'il nomme le clan bourgeois de ses jeunes années. Il décide donc aussitôt de s'embarquer pour l'Extrême-Orient. Daniel Guérin a maintenant 25 ans. Il va rembourser son voyage en travaillant dans les machines du Bangkok, partageant son temps libre entre la camaraderie de bord avec de jeunes marins et des lectures passionnées. Pourquoi diable avais-je emporté le Capital de Marx, la révolution sociale et le programme socialiste de Kautsky, la révolution défigurée de Trotsky, les réflexions sur la violence de Georges Sorel, l'autobiographie de Gandhi et des livres sur Proudhon, Jaurès, Lénine, sur l'Inde et la Chine, sur l'impérialisme américain, sur la Russie des soviets, sur le travaillisme et le syndicalisme ouvrier? Je prends des notes que j'ai conservées dans mes archives encore aujourd'hui, des notes sur tous les livres que j'ai lus. Et j'arrive comme ça à Saïgon, après les escales nombreuses, à Ceylan, à Singapour, etc. Et j'arrive à Saïgon. L'insolence des colons opiomanes et alcooliques m'avait fait enrager. Aux mines de charbon de Hongaï, je fus le témoin d'une exploitation sans merci, aussi bien économique que raciale. Même les petits colons, affichant des idées démocratiques, même les ligueurs des droits de l'homme, même les francs-maçons et les membres de la SFIO se comportaient comme en pays conquis et demeuraient aux yeux de l'autochtone des conquérants. Entre-temps, il y a eu la révolte, la mutinerie des tirailleurs tonkinois d'Hanoï et des environs d'Hanoï, qui a été une répression sanglante, une chasse à l'homme effroyable
engagé par l'armée française et qui a été suivi non seulement par l'extermination de la plupart de ces malheureux, mais également par la suite par des condamnations à mort par guillotine de jeunes intellectuels vietnamiens qui sont morts en chantant et en criant des vers de Victor Hugo, qui m'avaient profondément impressionné. Le dégoût et la rage qu'éprouve Daniel Guérin le poussent à réagir. Il décide d'entrer en contact avec des militants vietnamiens. Un chauffeur de taxi me conduisit au bureau du journal La Voix du Peuple. Je m'y trouvais face à face avec le vieux chef nationaliste, Win Thuc Khang. Avec un accent d'inquiétude et même d'angoisse, les révolutionnaires annamites m'adjurèrent d'être leur porte-parole en France. Cette première fraternisation lui vaudra de sérieux ennuis avec les autorités coloniales d'Indochine. 3 mois plus tard, sur le bateau qui le ramène en France, Daniel Guérin sait que sa vie a changé. La mer était agitée, il y avait des dauphins qui sautaient à l'avant de la coque du bateau. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai eu comme un éblouissement, je me suis dit, mais il y a une force formidable en moi qui m'est conférée par mon homosexualité. Cette force-là, il faut la mettre au service de quelque chose de beaucoup plus grand que la débauche ou que l'homosexualité, qui est la lutte pour la libération du prolétariat. Et donc j'ai fait la symbiose entre les deux choses, et j'ai compris à ce moment-là que les deux choses étaient éternellement associées et non plus dissociées dans ma personne. Je reniais mes passe-temps antérieurs, recherche littéraire, folle curiosité des êtres. Je rejetais en bloc tout ce superflu. J'ai eu un refus de l'art au moment de ma conversion. Dans les toutes premières années où je sortais d'un milieu artistique, musicien, etc., et où je m'engageais dans une voie entièrement nouvelle, où d'ailleurs j'ai brûlé un certain nombre de mes manuscrits à cette époque-là. Donc je voulais faire une coupure aussi totale que possible dans ma vie. Alors j'ai dit carrément à mes parents, je n'habiterai plus jamais chez vous, je vais mener ma propre vie, je ne veux plus entendre parler de vous, je ne veux plus entendre parler de votre argent, etc. À son retour d'Indochine en avril 1930, Daniel Guérin consomme cette rupture en s'engageant comme ouvrier dans les chantiers du bâtiment à Brest, où il se syndique à la CGTU. Lorsque le secrétaire de l'Union des syndicats unitaires a remarqué les ampoules de mes paumes, il m'a lancé avec une soupçonneuse ironie « Toi, doit pas y avoir longtemps que tu bosses. Ce ne sera pas la dernière fois que je susciterai la méfiance, l'incompréhension, l'hostilité. Mon nouveau monde sera dur. Tel camarade, pour appeler sur moi l'indulgence et me distinguer des authentiques prolétaires, me traitera dédaigneusement d'idéaliste. Tel autre, lorsqu'il aura vent de ma dissidence sexuelle, m'insultera. Je serai toujours en deçà ou au-delà de leurs critères. Daniel Guérin retournera bientôt à Paris. Il devient correcteur d'imprimerie et s'installe dans un petit hôtel au cœur de Belleville. Je n'avais jamais résidé à Paris dans un quartier ouvrier. Le hasard d'une déambulation me fait découvrir au 5 rue Le Sage, presque à l'angle de la rue de Tourtille, une petite cour rectangulaire, étroite et profonde, en forme de patio, avec par-dessus le marché un concert de chants d'oiseaux. On y vit en famille, et j'ai besoin d'une nouvelle famille, car ces hôtes, la plupart de jeunes et rudes célibataires, ouvriers du bâtiment, laissent volontiers leur porte ouverte sur le balcon, quand ils ne jactent pas les coudes dangereusement appuyés sur la fragile balustrade. C'était l'époque la plus heureuse de ma vie. La découverte de ce milieu prolétarien, quotidienne. Enfin. Je ne tarde pas à m'attacher profondément à ce quartier et à ses autochtones. Je suis de toutes les fêtes foraines sur le boulevard de Belleville. Plus d'un garçon de ces collines, où les familles sont enracinées depuis des générations, descend en droite ligne les communards, et je deviens l'ami très intime d'un petit couvreur fier de sa parenté avec Louise Michel. Je fréquentais la Bellevilloise, coopérative communiste d'ailleurs à l'époque, où je rencontrais les tas d'ouvriers toujours avec la tenue de l'époque, la casquette, les pantalons de velours, etc. Et j'ai adhéré au Parti socialiste à la 20e section, et en même temps je me suis lié par une autre voie
avec les syndicalistes révolutionnaires de la tendance du vieux Pierre Monat, qui a été un remarquable militant du mouvement ouvrier. Nous sommes en 1931 et Daniel Guérin s'est transformé en militant, zélé vendeur du Populaire, l'hebdomadaire de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, autrement dit, du Parti socialiste. Alerté par la lecture de Trotsky et par les amis anarcho-syndicalistes de Pierre Monat, il n'a pas rejoint le PC, alors totalement stalinien. L'année suivante, Daniel Guérin participe à la fondation des auberges de jeunesse laïque, calquées sur le modèle des Jugendherberge en Allemagne. À la fin de l'été 1932, il décide de mener une longue enquête dans ce pays qu'il va traverser à pied puis à bicyclette. Il en rapportera une série d'articles et de nombreuses photographies. Il effectue une véritable plongée au cœur de la vie allemande, alors que monte le fascisme hitlérien. Au cours de son voyage, il découvre la détresse de ce qu'il nommera les trois jeunesses, la jeunesse social-démocrate, la jeunesse communiste et la jeunesse nazifiée. Ce qui était très frappant au cours de l'été 32, c'était qu'au fond, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne, dont la grande majorité étaient des jeunes. Par conséquent, il y avait quelque chose de commun à ces trois jeunesses. Elles souffraient profondément d'un régime qui les conduisait, qui les obligeait à être chômeurs et qui ne leur permettait même plus d'habiter chez leurs parents qui n'avaient pas de quoi les nourrir. Et qui par conséquent parcouraient l'Allemagne de l'Est à l'Ouest et réciproquement en couchant dans des abris de police. Donc, et qui lançaient des pierres dans des pommiers pour essayer d'attraper des pommes et de croquer quelque chose. Bon. Il y avait donc un désespoir, une fureur même, qui était à peu près la même chez les socialistes, les communistes et les nazis. Un dimanche, dans les environs de Berlin, nous rencontrons par hasard sur la route une troupe étrange. Visage vicieux, trouble de voyous. Et sur la tête, des couvre-chefs des plus bizarres, melons noirs et gris à la Charlot, vieux chapeaux de femme, casquettes prolétariennes, torse à demi nu émergeant d'un tricot de peau très échancré à grosses rayures. Bref, un mélange insolite de virilité et d'effémination. Nous avons affaire à une ville de cliques, une bande sauvage, un gang d'adolescents dévoyés, asociaux, une communauté de gars rejetés par la société. Le caïd de la bande s'appelle Winnetou. C'est un grand gars, aux lèvres sensuelles, les yeux cernés de noir. De retour à Paris, fin 1932, Daniel Guérin appelle à se mobiliser contre le désastre qui guette l'Europe. Mais la gauche française s'obstine à vouloir considérer Hitler comme un fanfaron. Ils rigolent. Ils rigolent, ils disent il ne faut pas s'imaginer que Hitler va prendre le pouvoir, ça ne se produira pas en Allemagne, et en tout cas, ça ne se produira pas en France. On ne me croyait pas. Quelques mois suffiront pourtant aux nazis pour se saisir du pouvoir. En janvier 1933, Hitler devient chancelier. Dès le printemps, Daniel Guérin sillonne une seconde fois les routes allemandes. Il assiste au naufrage de la gauche la plus puissante d'Europe. Les socialistes, derniers avocats de la démocratie et du parlementarisme bourgeois, semblaient ébobis par la forme que prenait, sans leur permission, l'ennemi de toujours. Quant aux staliniens, ils mettaient dans le même sac fascistes et socialistes. C'est bien que tout ce deuxième voyage s'est continuellement partagé entre, d'une part, la mise en scène nazie, la frénésie nazie, les rues pleines de cortèges nazis, les auberges, pas de jeunesse, mais les auberges pleines de femmes nazies écoutant, extasiées, une radio devant laquelle parlait le Führer, etc. Et d'un autre côté,
des quantités de gens qui étaient renfermés chez eux, qui écoutaient des postes clandestins, ou qui distribuaient des tracts, ou qui se préparaient à les distribuer. Il y avait vraiment une double vie, une double Allemagne. Il y avait deux Allemagnes. Aux côtés du peuple allemand, Daniel Guérin observe les premiers mois du régime hitlérien. Partant de cette expérience, il rédigera 2 livres majeurs, La peste brune, puis Fascisme et Grand Capital. Il explique comment la grande bourgeoisie allemande a su utiliser et favoriser l'avènement du nazisme pour sauvegarder ses intérêts. Une journaliste de Berlin lui racontera comment, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, elle avait rencontré, dans la rue, un sinistre et puissant SA. À sa surprise, le nazi l'interpelle familièrement, affectueusement même. Elle le reconnaît enfin. C'est l'ancien caïd de la ville de Clique qu'elle avait rencontré naguère en enquêtant avec Daniel Guérin. C'est Winnetou. Cette journaliste, Christine Fournier-Holden, confiera à Daniel Guérin un présent pour sa fille, Marie, une ex-militante des jeunesses communistes qui s'était réfugiée en France. De retour à Paris, Daniel Guérin rencontre celle qui deviendra sa femme. Mes relations avec Marie conservent longtemps un tour fraternel et platonique. À Pâques 1934, je m'étends contre elle sur une pelouse très verte. Comment s'y méprendre? Je la désire. Par la grâce d'une femme, sinon de toutes, j'ai cessé de n'être attiré que par les garçons. Après leur mariage, Marie vient partager la vie de Daniel Guérin dans l'appartement qu'il a obtenu dans la cité Jardin des Lilas, 3 rue des Sablons. Lui travaille de nuit comme correcteur d'imprimerie au journal L'Auto et elle, de jour, dans une banque. En 1936, une fille, Anne, naît de leur union. « 1936, c'est le Front populaire. En avril et mai, les partis de gauche ont gagné les élections. Ils sont aussitôt débordés par une grève générale spontanée, la plus importante qu'ait connue le pays, avec occupation des entreprises. Daniel Guérin a maintenant 32 ans. Le fils de grands bourgeois, le poète de la 18e année, est devenu militant de la CGT. Je me trouvais être le secrétaire du comité intersyndical d'une localité de la banlieue parisienne qui était les Lilas. Et tout de suite, je me suis trouvé à la tête d'une immense masse de gens. Tous les matins, on me réveillait vers 7h, 6h. Daniel Guérin, il faut venir tout de suite, il y a une nouvelle usine qui a débrayé, il faut accourir, il faut venir, il faut négocier avec les patrons, etc. Comme à ce moment-là, la CGT était entièrement débordée par la masse des grèves, et aucun responsable de fédération syndicale n'était à même de venir au Lilas pour régler un problème. Si bien que j'avais à régler seul, avec les travailleurs d'un côté et le patron de l'autre, la plupart de ces grèves. Et je les réglais finalement par des satisfactions non pas totales, mais assez importantes qu'obtenaient les ouvriers, et qui ensuite se terminaient par de joyeuses beuveries, et aussi par des actes de solidarité. Nous prenions des voitures à bras, et nous emportions la bouffe qui restait de les célébrations précédentes dans une autre boîte qui elle-même devait être débrayée à son tour. Il y avait 2 fronts populaires. Il y avait un front populaire au sommet, qui était une alliance plus ou moins boiteuse entre socialistes, communistes et radicaux, puis à la base, il y avait un mouvement de millions d'hommes qui voulaient changer la société. Et personne n'osait empêcher l'occupation d'usines ou ordonner l'évacuation d'une usine occupée. Nous étions les maîtres. Les grèves de 1936 ont finalement arraché les 40 heures et les congés payés qui n'étaient pas inscrits au programme du gouvernement. Mais Daniel Guérin espère plus. Il pense que la société peut être transformée. Il rejoint la gauche révolutionnaire, la tendance la plus radicale de la SFIO, dont le leader est Marceau Pivert. En février 1934, la dictature fasciste nous a frôlés. Nous l'avons fait reculer. En juin 1936, la révolution prolétarienne passait à portée de nos mains. Nous n'avons pas su la saisir. Dès notre première rencontre de 1930, ce qui naît entre lui et moi, c'est, je crois, de l'amitié. Une amitié qui, par-dessus les vicissitudes de l'action politique, au-delà des désaccords politiques, nous permettra de franchir, au coude à coude, l'épreuve du Front populaire. Marceau Pivert est appelé à participer au gouvernement Blum.
Par fidélité envers son parti et dans l'espoir d'infléchir la politique du gouvernement, il ne refuse pas. On a fait un vote au sein de la gauche révolutionnaire pour savoir si on approuvait ça ou on désapprouvait ça. J'étais le seul à voter contre. Par conséquent, dès le début de l'expérience de Front populaire au pouvoir, avec la gauche révolutionnaire faisant partie du Front populaire, j'étais le seul à m'opposer à ce que le chef de file de notre mouvement, Marceau Pivert, s'acoquine, si on peut dire, dans des fonctions ministérielles qui, à mon avis, ne pouvaient pas être des fonctions révolutionnaires. Et Marceau Pivert a maintenu sa collaboration avec Jules Mock et Léon Blum jusqu'en janvier ou février 1937, mais finalement, il a démissionné, se rendant compte qu'il avait fait une énorme bourde en l'acceptant. Cette même année 1936, un front populaire l'emporte également en Espagne. Mais l'armée va bientôt se soulever sous la conduite du général Franco. Les syndicats socialistes et anarchistes organisent aussitôt la résistance. Les travailleurs prennent les armes et bloquent la progression des militaires rebelles. La révolution dont rêve Daniel Guérin commence ici à se réaliser. Maîtres de la rue, les ouvriers comme les paysans multiplient les expériences d'autogestion, impulsé par les anarcho-syndicalistes de la CNT. Faut-il soutenir le camp républicain? Alors qu'Hitler et Mussolini aident ouvertement les armées de Franco, Léon Blum se rallie au comité de non-intervention initié par le gouvernement britannique qui redoute la contagion à l'Europe de la révolution espagnole. C'est ainsi qu'à la consternation de Daniel Guérin et de ses amis, le gouvernement de Léon Blum va interdire les livraisons d'armes en direction des républicains espagnols. À l'automne 1936 commencent les fameux procès de Moscou, et Daniel Guérin enrage de voir le gouvernement de Léon Blum se taire pour ménager son allié, le Parti communiste. Celui-ci, il est vrai, avait sifflé la fin de la grève générale, avec la célèbre formule de son chef, Maurice Thorez, « Il faut savoir terminer une grève ». Au congrès de Royan de la SFIO, en juin 1938, c'est la scission. La politique d'union nationale, préconisée publiquement et ouvertement par Blum, nous avait paru tellement insupportable que nous ne pouvions pas rester dans un parti qui prônait cette union nationale. Nous sommes sortis et nous avons fondé un nouveau parti qui s'appelait Parti socialiste ouvrier paysan, qui avait une plateforme très supérieure à la plateforme de la SFIO au point de vue révolutionnaire. Mais nous n'avons pas eu les 20 000 que nous espérions avoir, nous avons eu 7 ou 8 000. Puis ensuite, il y a eu tous les événements qui se sont produits, c'est-à-dire Munich, c'est-à-dire l'échec de la grève générale du 30 novembre 1938, où il y a eu un tel désarroi des militants, beaucoup de militants déchiraient leur carte syndicale, déchiraient leur carte du Parti socialiste, même se retiraient, probablement en les déchirant, des cartes du Parti socialiste ouvrier paysan. Et par conséquent, de 8 000, nous avons été réduits à 3 ou 4 000. Et quand nous avons abordé la phase de l'arrivée de la guerre, nous étions une petite minorité. Comment un mouvement antinationaliste peut-il faire face à la guerre? En 1939, le PSOP constitue, avec d'autres partis révolutionnaires d'Europe, le FOI, Front ouvrier international contre la guerre, et il mandate Daniel Guérin, qui doit aussitôt quitter Paris pour se rendre en Norvège, à Oslo, avec la mission de coordonner les activités depuis ce pays réputé neutre.
jusqu'à ce que les Allemands nous cueillent le 9 avril 1940, lorsqu'ils ont traîtreusement envahi la Norvège. Le 20 avril 1940, Daniel Guérin est arrêté et transporté dans un camp de prisonniers en Allemagne. Il y restera 8 mois, puis sera libéré avec l'ensemble des internés civils. De retour à Paris au début de l'année 1942, il ne rejoindra ni la résistance de De Gaulle, ni celle du PC, qu'il juge trop nationaliste. J'étais compagnon de route des trotskistes qui menaient une activité absolument formidable de courage et d'intelligence et qui consistait à faire de la propagande d'une part auprès des ouvriers des grandes usines françaises dont les patrons travaillaient avec ardeur pour la Wehrmacht et d'autre part à des tracts qui étaient répandus parmi les soldats allemands en langue allemande. J'ai rencontré Guérin parce qu'il y avait une commission syndicale qui avait été formée, dont il était membre. Les moyens de diffusion c'était par exemple, on avait un papier de tract et le matin, on prenait le métro, hein, on attendait aux endroits de grandes sorties ouvrières, hein, on attendait la sortie et entre deux rames, on foutait les tracts sur les marches du métro, hein, pour que les gens les ramassent. Il y avait un gaspillage extraordinaire. Alors il y a des endroits, en Bretagne, ils ont fait un travail considérable, y compris un travail dans l'armée allemande, hein, avec des tracts faits des camarades allemands bilingues, où on a recruté des ouvriers allemands. Ça s'est terminé par un drame d'ailleurs, parce que finalement ils ont été repérés, arrêtés, torturés, fusillés. Hein. L'aventure du Front populaire et de la gauche révolutionnaire paraît bien loin. Pour retrouver un sens à sa vie et fuir les horreurs de la guerre, Daniel Guérin va se lancer dans un vaste travail d'historien. Durant des mois, il explore les faits et gestes du peuple pendant la Révolution française, qu'il fera revivre dans un livre monumental, La lutte des classes sous la Première République. À sa publication, l'ouvrage soulèvera les critiques de la droite comme celle de la gauche stalinienne. La droite, parce que les idées que je défendais étaient absolument contraires à toute la vision de la droite sur la Révolution française, et l'extrême gauche stalinienne, parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait Staline et qui avait imposé une vision de la Révolution française. Et ces gens-là ont essayé de diviniser Robespierre et de ne pas comprendre qu'au-delà de la Révolution bourgeoise, il y avait un embryon très marqué, très profond de révolution, je n'ose pas dire prolétarienne, mais pré-prolétarienne. Daniel Guérin met en lumière ce qu'il nommera la révolution par en bas, la protestation libertaire portée par le peuple. Ces gens, c'était tantôt des petits bourgeois, la gauche, la petite bourgeoisie, si on peut dire, et tantôt des salariés, des ouvriers manuels. Car il y avait déjà, on l'oublie trop, beaucoup d'ouvriers manuels. Il y avait, par exemple, en 93-94, des quantités de manufactures d'armement, notamment à Paris et à Lyon, dans lesquelles il y avait des grèves, que le pouvoir d'ailleurs réprimait, comme il le réprime aujourd'hui. Les sans-culottes, notamment les sans-culottes les plus avancés, car il y avait naturellement des retardataires, étaient des gens qui voyaient extrêmement clair sur le jeu de Robespierre, qui ne se sont jamais laissés duper, et qui ont découvert le fond de la vérité en 95 pendant les émeutes de Germinal et de Prairial, et qui alors ont vu comment ils avaient été trompés et dupés au profit de la bourgeoisie. Je partais plutôt avec une certaine sympathie pour Robespierre et je n'avais pas la moindre intuition que j'allais être si sévère pour Robespierre à une certaine période de sa carrière. Attention, pas dans toute la période. Dans la période progressive où il a aidé à gagner la révolution et à gagner la guerre, il a été absolument formidable.
25 août 1944, Paris est libéré par les troupes alliées, soutenues par une insurrection populaire. Daniel Guérin devient secrétaire général de l'Office professionnel du livre et participe au comité d'épuration de la presse aux côtés de Marguerite Duras et de Jean-Paul Sartre. Mais il jette aussi sur cette période un regard critique. Il dénonce les premiers pas de l'impérialisme américain d'après-guerre et refuse le retour à l'ordre que De Gaulle va bientôt imposer. Il s'indigne également des excès de la libération. J'assiste à un défilé de femmes muettes de honte, tondues ras pour avoir fait l'amour avec des militaires allemands. Dois-je leur en vouloir, moi qui ne suis pas sûr d'avoir eu raison de résister à ces beaux plantons? Durant toute l'année 1945, Daniel Guérin fera pression pour que la presse trotskiste ne soit plus interdite. Alors, on rencontrait de très gros problèmes, hein, parce qu'il y avait l'union sacrée et nous étions en dehors de l'union sacrée. Hein. Alors, et l'opposition la plus dure que nous rencontrions, c'était celle du PC. Et bon, les accords de Yalta avaient décidé que la France restait du côté occidental, et ils étaient donc sur une ligne de collaboration de classe totale. Hein. Le Hachetien-son-Bosch avait succédé maintenant la grève et l'arme des trostes. Hein. Travailler d'abord, revendiquer ensuite, c'était des mots d'ordre du PC. Les communistes au pouvoir se taisent également lorsque les troupes françaises massacrent près de 40 000 Algériens à Sétif à la suite d'émeutes contre le régime colonial. Autre fleuron de l'Empire français, l'Indochine. Tout au long de l'année 1945, De Gaulle hésite. Va-t-il accorder l'indépendance en s'appuyant sur le leader communiste Ho Chi Minh ? Quand s'est produit la venue d'Ho Chi Minh à Paris, naturellement, mes amis ont fait part à Ho Chi Minh de ma modeste existence. Ho Chi Minh la connaissait également par les luttes que j'avais menées avec Malraux dans les années antérieures, notamment dans le comité de l'amnistie aux Indochinois. Et Ho Chi Minh, à qui j'avais écrit une lettre pour lui souhaiter ma bienvenue, m'a répondu en m'invitant à déjeuner. Alors, ce repas a eu lieu dans un hôtel près de l'Étoile. Nous étions tous les deux seuls à table. La table était couverte de pétales de rose. Et des messieurs, des serviteurs, des servants, nous servaient avec de grosses godasses. Et Ho Chi Minh m'a dit, naturellement, mon cher ami, vous vous rendez compte que ce sont tous des flics. J'ai dit, j'en suis rendu compte comme vous, monsieur le président. Le déjeuner a été très chaleureux, mais néanmoins, par moments, aigre-doux, parce que je lui ai rappelé la façon dont ses amis avaient assassiné sauvagement, vers l'époque de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le militant trotskiste Tatuto, qui était un des principaux rédacteurs du journal La Lutte. Et alors il m'a répondu, ah oui, c'était un homme remarquable, c'était un grand militant, mais il a dévié de la ligne et nous l'avons brisé. Les choses se sont gâtées entre le gouvernement gaulien et le Vietnam, et sentant qu'on allait vers une guerre entre le Vietnam et la France, j'ai été voir Malraux, rue Saint-Dominique, qui était le repère, enfin, l'endroit où De Gaulle siégeait, pas comme président provisoire de la République. Tu vois. Je lui ai dit, enfin, vous qui connaissez, nous avons milité ensemble dans le mouvement pour la libération des prisonniers vietnamiens après 1930, etc., vous qui connaissez le Vietnam, etc., vous ne pouvez pas admettre que De Gaulle se lance dans une politique qui va amener à une guerre. Alors il a levé les bras au ciel, il m'a dit, sans doute, c'est vrai ce que vous dites, mais il ne m'écoute pas sur ce terrain-là. Il n'écoute qu'une seule personne, l'amiral Thierry d'Argentlieu. En novembre 1946, l'armée française bombarde Haïphong. C'est le début de la guerre d'Indochine. En décembre de la même année, Daniel Guérin s'embarque pour les États-Unis. Il va rejoindre sa femme et sa fille et mener une vaste enquête sociologique sur le mouvement ouvrier américain. Étonnant Daniel Guérin. Alors que la gauche française a les yeux rivés sur l'Union soviétique, il se rend dans ce qu'il nomme la citadelle du capitalisme pour y chercher les signes d'une révolution à venir.
savez, Engels avait déjà écrit dans un texte que j'ai cité, n'est-ce pas, que les États-Unis seront l'État dans lequel la révolution prolétarienne sera la plus complète et la plus totale. À cause de la puissance du labor, la puissance énorme du prolétariat américain et de son acheminement lent, mais progressif tout de même, vers des conceptions qui ne soient plus les conceptions de capitalisme libéral. Et vous trouvez que les faits vous donnent raison? Je pense que les faits me donneront raison. Me donneront raison. Notamment alors, il y a le problème capital, n'est-ce pas, qui a renforcé, qui a nourri mon optimisme, c'est le problème noir américain. Daniel Guérin milite dès cette époque en faveur de l'émancipation des Noirs. Plus tard, il soutiendra aussi bien le mouvement de Martin Luther King que celui, plus proche de ses convictions, de Malcolm X et des Black Panthers. Jusqu'à sa mort, il restera engagé aux côtés des Noirs américains, qu'il compare à un peuple colonisé. Cet engagement trouvera un écho dans l'amitié qu'il entretiendra de retour en France avec l'auteur de Black Boy, l'écrivain noir américain Richard Wright. Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968. Et je reçois un coup de fil de Daniel. Julia, Le Monde m'a demandé d'écrire un article sur l'assassinat de Martin Luther King. Je ne suis pas noir américain, tu es noire américaine, c'est toi qui dois écrire cet article. J'étais très jeune à l'époque, je débutais à peine dans le journalisme, mais il m'a donné cette plateforme et c'est cette espèce de générosité qui faisait qu'il était capable de s'effacer devant d'autres témoignages. Et même si ces témoignages étaient maladroits, pas aussi bien écrits qu'il l'aurait écrit, peut-être pas du même bord, etc., il pensait que le meilleur internationalisme qui soit, c'est de reconnaître que d'autres peuvent parler depuis les scènes, les arènes de leur propre lutte. En 1949, à Paris, Daniel Guérin rédige « Où va le peuple américain ?» et noue ses premiers liens réguliers avec les libertaires. Alors quand il a sorti « Où va le peuple américain », là chez nous ça a été un petit enthousiasme et on lui a demandé de venir nous voir. La permanence à ce moment-là c'était 145 quai de Valmy. Il a été enchanté de trouver des jeunes camarades car il était peut-être un peu resté sur cette idée que le mouvement libertaire c'était des vieux. Alors il y avait les vieux, ça existait, mais il y avait toute une foule de jeunes dont j'étais, paraît-il, plus ou moins le représentant à l'époque, et qui étaient surtout de milieux ouvriers, et on avait même constitué des groupes ouvriers, ce qui lui a beaucoup plu. Tout de suite après est arrivée l'insurrection algérienne, tout de suite après, enfin quelques mois plus tard, et là, l'affiche témoigne de notre position et de nos activités. Nous avons été les seuls dès le départ à soutenir l'insurrection algérienne. Il a été extrêmement sensible à cela. Alors, en même temps que cette affiche paraît, nous sortons un numéro du journal, c'est le numéro 404, du 11 novembre, qui est saisi, interdit saisi. Journaux saisis, meetings interdits, militants emprisonnés. Durant les premières années de la guerre d'Algérie, ceux qui osent prendre parti pour les coloniser, comme Daniel Guérin et ses amis de la Fédération communiste libertaire, rencontrent de sérieux ennuis. Le ministre de l'Intérieur de l'époque se nomme François Mitterrand, et la gauche officielle défend encore l'empire colonial. Mais le combat de Daniel Guérin en faveur des nationalistes algériens date des années 30. Dès cette époque, il avait fait la connaissance de leur leader d'alors, Messali Hadj. Leur but, c'était l'indépendance de l'Algérie, dès le début. Et c'est là, évidemment, où ils étaient des pionniers. Moi, j'étais aussi, dès cette époque-là, et je le disais et je l'écrivais, pour l'indépendance de l'Algérie. J'étais un des premiers Français à dire le but de l'Algérie, c'est l'indépendance. Mais Messali Hadj a été complètement débordé, dépassé par les jeunes loups du FLN
qui ont voulu, c'est aussi au fond une lutte de génération dans une certaine mesure, ils ont voulu supplanter Messali et devancer Messali pour faire l'insurrection. Et Messali en a été horripilé et par conséquent n'a pas voulu marcher avec le FLN et a créé un MNA, Mouvement National Algérien, qui était différent du FLN. Et alors a commencé une longue bataille entre FLN et MNA qui aboutit à des massacres réciproques, le MNA tuant des FLN et FLN tuant des MNA, et ça se passait ça sur le sol français la plupart du temps. Alors là, ma position était extrêmement pénible et délicate, et j'étais à cheval entre les deux, parce que je n'ai jamais été contre le FLN. J'ai simplement trouvé que certaines de ses méthodes étaient barbares, et que son autoritarisme et son militarisme, FLN, étaient des choses que je ne pouvais pas accepter étant donné mes convictions politiques. Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. En 1958, De Gaulle obtient les pleins pouvoirs pour régler le problème algérien. Daniel Guérin poursuit son combat. Il n'hésite pas à cacher des militants du FLN, recherchés par la police, ainsi que de jeunes appelés refusant de faire leur service militaire en Algérie. En 1961, il sera l'un des premiers signataires du fameux manifeste des 121, appel à l'insoumission. C'était un bruit énorme. Il y a eu dans tous les pays du monde des comités, des subcomités qui sont créés, des lettres de solidarité, d'intellectuels de, je sais pas, de 10-15 pays qui se sont produits. C'était vraiment quelque chose d'énorme, beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. Les accords d'Évian sont conclus en 1962, mettant un terme à la guerre d'Algérie. L'année suivante, Ahmed Ben Bella devient le premier président de la République algérienne. Daniel Guérin va contribuer à sa façon à la construction de l'Algérie décolonisée. J'ai été 3 fois en Algérie sous Ben Bella. Et là, mes relations ont été particulièrement étroites avec Mohamed Harbi, qui était le conseiller le plus influent de Ben Bella, et qui est directeur de la revue Révolution africaine. Et alors Guérin, lui, est arrivé sur ce fait et il a fait pas mal d'enquêtes et il a toujours essayé d'agir à la fois par en haut et par en bas comme publiciste en rendant public ce qu'il voyait. Il disait ouvertement ce qui était, ce qu'il fallait faire et dans ses rapports avec Ben Bella, il était très direct, très franc, etc. Enfin, j'ai fait une grande tournée dans toutes les entreprises autogérées, aussi bien l'autogestion industrielle que l'autogestion agricole, surtout l'autogestion agricole d'ailleurs, qui était plus importante. Et j'ai remis en décembre 1963, personnellement entre les mains de Ben Bella, dans cette villa jolie où il résidait, un rapport tapé à la machine sur les résultats de l'autogestion et les côtés positifs de l'autogestion. Car à l'époque, il y avait des côtés très positifs. Il essayait de les amener à une conception beaucoup plus rationnelle de l'autogestion, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas rester des opérations de gestion d'un certain nombre d'unités, mais que ça devait devenir un système. Parce que je ne me dissimulais pas, je savais pertinemment que derrière Ben Bella, il y avait le colonel Boumedienne, il y avait l'armée. J'ai écrit un article dans le journal du Combat disant que l'armée était un État dans l'État et que Ben Bella avait très peu de prise sur l'armée et que par conséquent, le danger était très grand qu'un jour, il y ait un coup d'État se produise et que Boumedienne et l'armée supplantent Ben Bella, ce qui s'est produit. Guérin était, bon, comme anti-stalinien, il était surtout comme libertaire, parce qu'anti-stalinien c'est second, c'est par rapport à ses prises de position libertaires qu'il était estimé, avait les yeux ouverts sur l'ensemble du mouvement, un mouvement sur le mouvement ouvrier, sur le mouvement de décolonisation, et sa grande attente, c'était de les voir se joindre. Et à travers l'Algérie, c'était essentiellement savoir un pays colonial entrer de plein pied dans le mouvement ouvrier. Et il est évident que ce qu'il voyait, pour lui, ce n'était pas l'Algérie en elle-même,
c'était une alternative ouverte à cette domination du stalinisme sur le mouvement ouvrier dans l'ensemble des pays. Parallèlement à l'Algérie, Daniel Guérin soutient toutes les luttes qui agitent le tiers-monde. Ghana, Guinée-Bissau, Vietnam, Amérique latine. Mais le coup d'État de Boumedienne en Algérie l'a rendu d'autant plus vigilant sur les risques de caporalisation des mouvements révolutionnaires. Sont partis un groupe d'une dizaine de personnes, donc j'étais le responsable, à nous former comme guerrilleros à La Havane. Et Guevara était un homme un peu méprisant. Il a dit, bon, parmi vous, il doit y avoir des gens de la CIA. Alors, demain matin, vous allez recevoir des armes. Eh bien, si vous trouvez parmi vous un agent de la CIA, vous les jugez, vous les fusillez. Comme ça, vous serez compromis avec l'histoire. On voyait que finalement, les gens, toute possibilité de pensée indépendante à l'intérieur de la révolution n'existait pas. Ils étaient dominés par la Russie et qu'ils reproduisaient les modèles bolcheviques à mort. Personne ne nous croyait de ce que nous avions vu à Cuba, toutes les critiques. Cette forme de socialisme par en haut, donc tous les intellectuels, donc des Sartre à Kouchner, à tous, étaient tous fascinés. Alors, Daniel nous a compris très vite. Et ça, c'est un soulagement. Parce que le pire, c'est quand personne ne te croit et quelqu'un dit « Ouais, mais je vous crois. Et racontez-moi encore, et encore, et encore. » Parce que la plupart des gens nous disaient « Mais non, vous n'avez rien compris à ce qui se passe. Retournez là-bas. C'est là qu'il y aurait une révolution. » L'évolution de l'expérience cubaine est pour Daniel Guérin un exemple de ce qu'il rejette depuis toujours, le socialisme par en haut. Déjà, lors des émeutes de 1953 à Berlin-Est et de 1956 en Hongrie et en Pologne, il avait analysé l'affrontement entre des prolétaires insurgés et des régimes qui, selon lui, n'avaient plus de socialistes que le nom. Il consomme sa rupture avec le léninisme et le trotskisme au fur et à mesure qu'il explore, via la lecture de Bakounine ou de Rosa Luxembourg, une alternative au socialisme bureaucratique. Peu à peu, il devient l'un des penseurs modernes du mouvement libertaire, préconisant une synthèse entre l'analyse marxiste et l'anarchisme. Finalement, il rendait compte de quelque chose qui n'existait pas, ni chez les anarchistes, ni chez les marxistes. C'est-à-dire qu'il cherchait l'idée d'un socialisme anti-autoritaire, parce qu'on avait horreur de l'organisation léniniste, en plus horreur du stalinisme, horreur de l'Union soviétique. Et lui, il nous proposait justement une voie tout à fait différente qui était axée aussi sur la spontanéité. Dans mes dernières discussions avec lui, toujours sur son lit, il était très heureux d'apprendre de ma part que je me trouvais maintenant d'accord avec lui pour l'essentiel. Bon, c'était pas école, mais pour l'essentiel. J'en tirais aussi plus tardivement les mêmes leçons. Par exemple, avant de quitter la 4e internationale, moi j'ai mené des batailles à l'intérieur contre la conception de parti léniniste, en considérant que ce parti qui n'avait eu guère
de justification qu'avant la Révolution d'octobre, de toute façon aujourd'hui, correspondait plus du tout au prolétariat tel que je viens d'en parler, et en particulier des pays avancés, hein, où on ne peut plus parler d'une classe sans culture, hein, et où il est très évident que les jeunes travailleurs n'acceptent plus d'être dirigés. Et il fallait quelqu'un qui puisse chercher, je ne dirais pas une synthèse, Daniel a parlé d'une synthèse. Je pense que ce que nous a donné Daniel, c'était une sorte de colonne vertébrale, autour de laquelle nous pouvions articuler d'autres idées et une autre manière de penser. En 1948, le rapport Kinsey paraît aux États-Unis. Il bouleverse toutes les idées reçues sur la sexualité dans les sociétés occidentales. C'est l'occasion que choisit Daniel Guérin pour se jeter dans un nouveau combat, alors d'avant-garde, l'émancipation des homosexuels. En 1956, je suis devenu collaborateur régulier de la revue mensuelle Arcadie, qui était une revue homosexuelle relativement sage. Elle demandait à ses membres d'avoir un comportement sans aucun scandale extérieur. Enfin, c'était très petit bourgeois. Et j'ai été collaborateur littéraire d'Arcadie pendant de longues années. Les préjugés homophobes sont tels, dans les années 50, que, même dans les mouvements où il milite, Daniel Guérin ne peut pas parler ouvertement de son homosexualité. Il y avait dans la classe ouvrière à l'époque des idées reçues très hostiles à l'homosexualité. C'était, à l'usine, les colibets. C'était... Alors, dans les réunions, on n'en parlait pas, c'est dans le meilleur des cas. Daniel Guérin dénonce la répression de l'homosexualité, pénalisée en France depuis 1940 par des lois pétainistes. En 1960, cette répression est encore renforcée par l'amendement Mirguet, classant l'homosexualité au rang de fléau social. C'est à cette époque que Daniel Guérin rédige Shakespeare et Gide en correctionnel. Quand j'ai lu ce petit essai, j'en ai fait une critique sur la revue d'Arcadie, et j'ai été frappé par l'intelligence avec laquelle Daniel démontait toute l'absurdité de la législation homophobe et de la manière dont il pouvait, avec aisance, mais encore fallait-il le faire, démonter l'absurdité de ces répressions qui frappaient ici et qui épargnaient là, et qui surtout s'attaquaient à un problème qui n'en était pas. Et c'était une occasion qu'il a saisie, en bon libertaire qu'il était, pour montrer l'unité, le lien qui unifie les répressions différentes, et que qui s'attaque à une liberté s'attaque à toutes les autres. Le plus profond de ma nature est tout de même l'attirance vers les hommes, pas les garçons, etc. Mais ça m'a valu d'énormes joies, et aussi de grandes amertumes. Il y avait toujours beaucoup de souffrances, parce que je crois qu'en lui, parfois il disait « j'ai fait une conquête extraordinaire, j'ai éprouvé un grand plaisir », et après, il tombait dans un état parfois comme de nostalgie, qu'il allait le perdre, il rêvait d'une relation unique parfois. C'est une amitié qui devait être comme lui, qu'il soit militant révolutionnaire, homosexuel, qui partage ses goûts pour l'art, pour la vie, pour tout. Donc, c'est-à-dire un autre Daniel Guérin. Donc ça, c'était impossible. J'ai eu des moments de grande tristesse. Une ou deux fois dans ma vie, j'ai songé à me suicider parce que des êtres que j'adorais m'ont quitté ou que je les perdais de vue. Il y a aussi une chose qui a joué un grand rôle dans mon homosexualité, c'est le fait de ne pas avoir eu de fils, d'avoir eu qu'une fille. Et toute ma vie, j'étais frustré de la non-existence d'un fils. Et beaucoup des garçons dont je me suis épris, que j'ai aidé d'ailleurs matériellement, que j'ai aidé à faire certaines études, que j'ai promené dans les musées, que j'ai promené dans les châteaux de l'Île-de-France, etc., c'était un peu des fils que je trouvais alors que j'en avais pas eu. Mon père, pour des raisons que
que je ne sais pas exactement, peut-être en raison de son enfance bourgeoise, trouvait tout à fait normal d'avoir une vie de famille, avec femme et enfants, et ça lui était même nécessaire. Mais en même temps, son activité homosexuelle lui était également nécessaire, et finalement, pour lui, il n'y avait pas vraiment d'incompatibilité entre les deux. Et comme il était très attaché non seulement à la liberté en général, mais à la sienne propre en particulier, il pensait que finalement ça ne posait pas vraiment de problème, mais enfin quand même personne n'en parlait. Et c'était quand même incroyable que ma mère ait vu pendant des dizaines d'années un nombre aussi important de garçons qui entraient et sortaient de la maison sans vraiment réaliser que mon père était homosexuel. Et alors elle a dit à mon ex-mari, beaucoup plus tard, vraisemblablement pendant les années 70, qu'elle avait découvert l'homosexualité de mon père en 1963, c'est-à-dire tout de même 30 ans après qu'elle ait connu mon père. Ça fait un fameux bail. Et que l'ayant découvert, elle a fait une dépression nerveuse. Je pense qu'il il a eu un grand amour pour Marie. Mais évidemment, plein d'amour, plein de tempêtes. Et moi, mon avis personnel, c'est que ma mère savait, mais qu'elle ne voulait pas savoir. C'était très curieux de voir un homme comme Daniel, un libertaire qui faisait appel à la révolution, mais qui, dans sa vie privée, était un homme extrêmement conservateur parfois. Autoritaire, non, c'était tout le contraire de ce qu'il pensait. Bon, mais ça fait partie de son côté intime. Et je pense que chacun de nous a un côté d'intimité qu'il faut absolument respecter. Daniel, ça n'enlève rien à Daniel, tout ça. Tout le contraire. Ça le rend plus humain. Sa réflexion sur l'homosexualité, mais aussi l'approche de la vieillesse, pousse Daniel Guérin à l'introspection. Au tournant des années 60, il renoue avec la littérature sous forme d'écrits autobiographiques et s'adonne à l'une de ses passions, le théâtre. Il participe à l'aventure du Théâtre des Nations, l'Ancien Odéon, et il écrit 2 pièces, Vautrin d'après Balzac et Le Grain sous la neige. Il était bouillonnant. Il avait un rythme fou. Un rythme fou. Surtout, je dirais que toute cette activité aussi chez lui, c'était une manière d'empêcher aussi, d'une certaine manière, de tomber dans un état de tristesse parfois. Tac, 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 tac. Et c'était ça aussi, cette espèce de tourbillon. On s'occupait d'UNESCO dans la matinée. L'après-midi, on écoutait Mozart. Et en fin d'après-midi, il y avait une réunion du comité pour la vérité sur l'affaire Ben Barka ou l'affaire Ben Bella, ou je ne sais plus quelle affaire. Et le lendemain matin, ça repartait de la même façon. Et c'était fou, quoi. À partir de 1965, l'un des combats permanents de Daniel Guérin sera la recherche de la vérité sur la disparition, à Paris, du leader de l'opposition marocaine, Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka, mon père, a été interpellé devant la brasserie Lippe à Paris le 29 octobre 1965 à midi. Il a été interpellé par 2 policiers français qu'il a suivis parce qu'ils lui ont montré leur carte et confiant, il est monté avec eux dans leur voiture de service. Là, il a été emmené dans cette voiture où ont pris place, en plus des 2 policiers, un agent du service secret français, Antoine Lopez, ainsi qu'un truand. Au début de novembre 65, c'est-à-dire quelques jours après l'enlèvement de Ben Barka, qui était du 29 octobre, j'ai téléphoné à Mauriac. Et je lui ai dit, c'est insensé, Ben Barka a disparu, il a certainement été enlevé. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait recréer le comité France-Maghreb, le faire revivre pour faire la vérité sur l'affaire Ben Barka? Mauriac immédiatement m'a donné son accord et nous avons démarré avec 4 ou 5 personnes, dont Mauriac naturellement, et nous avons créé un comité qui très vite a changé de titre et a pris comme titre Comité pour la vérité sur l'affaire Ben Barka. Depuis que j'ai connu Daniel, c'est-à-dire pendant près de 20 ans, je l'ai connu toujours actif
dans le comité. Et même quand le comité a été mis en veilleuse, Daniel Guérin est resté actif dans la recherche de la vérité. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour alerter l'opinion publique contre le crime qui avait été commis. Et alors je suis arrivé à la conclusion, qui m'a été ensuite confirmée par toutes sortes de sources différentes, que réellement il y a eu là-dedans, au premier plan, une initiative de la CIA. Et je pense que la CIA a été à l'origine et qu'elle a arraché l'acquiescement de Hassan II. Donc je pense que le roi du Maroc est co-responsable de l'assassinat de Ben Barka. Mais tout de même, la première initiative venait de la CIA. Avec des complicités françaises, bien entendu. Alors, quelques temps après, c'était probablement le mois d'avril 68, et il y a eu un meeting à la mutualité parce qu'il venait Stokely Carmichael, que c'était une figure des Noirs américains très important. Et bien avant qu'il occupe la tribune Stokely Carmichael, Daniel va parler. Mais il parle Daniel et dit: nous allons parler de nos amis américains, de l'exploitation des Noirs américains. Mais je veux dire quelque chose. Il faut commencer à balayer devant notre propre maison. La situation de la France est catastrophique. Nous vivons dans un gouvernement presque dictatorial. Et il a fait une sorte de radiographie de la France gaullienne et de ce qui allait se passer. Je dirais que tout le monde était étonné parce qu'on ne tenait pas ces discours. C'est-à-dire que les intellectuels avaient perdu l'espoir qu'une révolution était possible en France. Et la salle de la mutualité leur fit une ovation. C'est mis debout, les gens applaudissaient. Et après, je lui ai demandé à Daniel: dis-moi, pourquoi tu as dit ça? Il dit: je le sentais. Je sens qu'il vient des choses dans ce pays. Un mois après, il y avait mai 68. Ben oui, 68, c'est là où nos chemins se sont vraiment croisés. Bon, moi, j'avais démarré là-dedans très vite, et mon père, il était très excité par tout ce qui se passait en mai 68, mais quand je lui disais: mais pourquoi tu ne participes pas davantage, il me disait: mais moi, je suis trop vieux. Alors en 68, quel âge il avait? Il avait 64 ans. Alors il disait: c'est un mouvement de jeunes, qu'est-ce que j'irai faire là-dedans, etc. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Il était timide. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs peut-être la dernière, que j'ai vu mon père timide et hésitant à se joindre à un mouvement, quel qu'il soit. Je me disais, c'est une révolution très spontanéiste, qu'est-ce que je vais moi, n'est-ce pas, venir leur apprendre alors qu'ils pensent avoir découvert la vérité toute nue, n'est-ce pas? Donc j'hésitais. Et alors, arrivé à la Sorbonne, j'ai été happé littéralement, je dis le mot exact, n'est-ce pas, par une aile d'un étage de la Sorbonne qui était occupé par les anarchistes. Il se trouve que quelques années auparavant, mon père avait publié dans une collection de poches chez Gallimard un petit livre qui s'appelait L'anarchisme. Et alors, il y avait une telle demande pour ce petit livre à la Sorbonne que je me souviens que je partais dans la voiture de mon père pour aller chez Gallimard et ramener des caisses entières d'exemplaires de l'anarchisme que je vendais à la Sorbonne. Et alors, j'ai donc été avec eux, et puis alors, sans me demander conseil, avec un fusain, ils écrivaient des grands placards sur du papier blanc, qu'ils affichaient dans tous les coins de la Sorbonne. Ce soir, à 20h30, grand amphithéâtre, ou amphithéâtre Richelieu, il y a eu les deux, n'est-ce pas? Daniel Guérin animera un débat sur l'autogestion. Alors, je ne pouvais pas refuser, j'y allais. Et c'est ainsi que j'ai animé plusieurs débats, certains un peu moins importants, comme Richelieu, un immense, qui était dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où il y avait 5 à 6 000 personnes. À l'université, comme à l'usine ou au syndicat, la dictature des adultes en place, maîtres, patrons ou bons syndicaux, a été contestée. Mieux, profondément ébranlée. Et cette explosion inattendue, surgie comme un coup de tonnerre, contagieuse et dévastatrice, a été dans une large mesure anarchiste. Elle a fait, en quelques semaines, le fulgurant apprentissage de la démocratie directe, du dialogue aux 1000 voix, de la communication de tous avec tous. Daniel Guérin peut enfin annoncer publiquement son homosexualité. 3 ans plus tard, dans la foulée du féminisme, le mouvement homosexuel va franchir une étape décisive de son histoire. Autant le mouvement
féministe prenait une ampleur nouvelle avec le MLF, qui paraissait quelque chose d'extraordinaire également, parce qu'on ne croyait pas que cette question était encore une question ouverte en France. C'est tout à fait sur le même plan que les choses se passent. À ce moment-là, quelques amis d'Arcadie et moi, on a dit, c'est le moment de commencer un mouvement qui soit carrément de type révolutionnaire pour unir la cause des homosexuels à la cause de tous les opprimés. C'était le phare, le front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui est directement issu de la révolution de mai 68. Et alors là, ça a été merveilleux, parce que là, c'était vraiment la symbiose totale de l'esprit révolutionnaire qui était le mien, et de l'homosexualité. Cette libération, et je m'en aperçois quand j'arrive à Paris en 74-75, elle est faite de la plus tranquille insolence, dans une révolution en marche, dans un monde terriblement vieux qui va s'effondrer de lui-même. Et lors de mes escapades à Paris, je rencontre Daniel Guérin. Je me souviens de lui aux AG des Beaux-Arts, dans la pagaille indescriptible de cet amphi de la rue des Beaux-Arts. Et le phare, lui, se retrouve plutôt en tribus qui vont non pas faire du terrorisme dans Paris, mais qui vont tranquillement installer la visibilité de leurs désirs. Daniel Guérin est de tous les combats qui agitent les années 70 et 80. Fervent antimilitariste, il défend les insoumis et les comités de soldats. Il proteste contre la politique nucléaire de la France, soutient activement l'OLP, l'IRA, le FLNKS, ranimant sans cesse, et sur tous les terrains, son désir de changer la société. Ça veut dire qu'au bout de plus de 50 ans de vie militante, de vie active, vous n'êtes absolument pas désespéré ou fataliste? Absolument pas désespéré ni fataliste. J'ai toujours cru en l'être humain, je suis foncièrement optimiste et je le resterai jusqu'à mon dernier soupir. Au nom de choses qui pourraient exister, qui devraient exister? Qui devraient exister, qui existeront un jour, j'en suis absolument persuadé. Nous vivons actuellement dans une préhistoire. La préhistoire, c'est l'histoire de la dégénérescence d'un capitalisme actuellement, à mon avis, moribond, et c'est l'aurore d'une société que j'appellerais communiste libertaire, une société qui reposerait essentiellement sur la liberté, et non plus sur la police, sur l'armée, sur les contraintes, sur les dogmes, tels qu'ils existent aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Et est-ce que vous voyez les germes de cette société que vous attendez dans ce que vous voyez du monde aujourd'hui? Oui, je les sens, je les vois, notamment dans toute une partie de la jeunesse, même lorsqu'elle n'est pas politisée. Et alors, pour voir les choses de plus près, je le vois dans la petite organisation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, qui s'appelle l'Union des travailleurs communistes libertaires, où je vois vraiment déjà la préfiguration de ce que sera la société de demain. Eh bien, dans les années 70, le débat politique à l'extrême gauche était un débat très vif. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Les courants politiques étaient très rigides. D'un côté, les courants marxistes-léninistes, toutes tendances confondues, étaient extrêmement, même violents vis-à-vis de tout ce qui pouvait se réclamer libertaire. Alors tout ça, c'est un paradoxe, puisque tout le monde retient de 68 et des générations qui ont suivi qu'il s'agissait d'un mouvement anti-autoritaire. En réalité, dans les organisations politiques, dans les courants constitués, c'était tout sauf ça qui prévalait. Les comportements étaient beaucoup plus rigides, dogmatiques, et y compris en réaction dans les courants libertaires, c'était pas obligatoirement non plus une volonté d'ouverture et de discussion qui prévalait. Je veux dire par là que Daniel, lui, nous disait et défendait fermement ses positions politiques sur les apports de Rosa Luxembourg au mouvement ouvrier, des conseillistes, des différentes expériences ouvrières qui n'étaient pas spécifiquement libertaires. On prenait souvent, nous, pour de l'écuménisme, ce qui était en réalité une volonté de dépasser des clivages parfois artificiels, avec ce souci de voir des signes permanents entre ce qu'il pouvait écrire et ce qui se passait, c'est-à-dire cette persistance des mouvements d'en bas, des mouvements sur la démocratie directe qui pouvaient exister dans sa conception de l'histoire et dans les mouvements sociaux de l'époque.
En 1974, lors de la grande grève des PTT, qui a duré 46 jours, moi j'étais postier, j'étais jeune postier, nous organisions à Paris-Brune, à l'intérieur même du centre, des réunions avec des jeunes postiers, et Daniel venait aux réunions, et lui nous rappelait ce qui s'était passé en 1936, comment le Front populaire, une fois qu'il avait pris le pouvoir, s'était opposé dans une large mesure aux luttes ouvrières qui s'étaient développées, mais il venait aussi aux manifestations. Il venait aux rassemblements qui avaient lieu devant les centres. Quand on allait manifester au ministère, il était là, il se mêlait aux postiers, il discutait. Daniel participait pleinement aux discussions sur tous les sujets sans qu'il y ait une différence entre les uns et les autres. Daniel Guérin est depuis quelques années grand-père de 2 garçons. Mais la mort, en 1979, de Marie, sa femme, la compagne de toujours, l'affecte profondément. Peu à peu, il se sent lui-même décliner. Quelles sont vos joies aujourd'hui? Quels sont vos motifs de tristesse? Le motif de tristesse, c'est la guerre. C'était vraiment une épreuve. On ne peut pas imaginer, quand on n'y est pas arrivé, ce que c'est. Et de joie? De joie. Guérin n'a plus cette insolence tranquille qu'il avait du temps du phare face à son âge. Parce qu'évidemment, plus de 25 ans sont passés, il est encore plus vieux, on va dire, et il porte sur lui un regard triste. Il parle de décrépitude, il déteste la mort, et il se sent carrément hors course. En même temps que politiquement, il devait se sentir hors course, puisque les années Mitterrand continuaient leur train-train, qu'il avait pour Mitterrand une haine tranquille, et il considérait que cette gauche molle au pouvoir ne faisait absolument pas avancer le moindre dossier. Et par contre, je le branche avec un jeune homme que je connaissais d'Avignon, de Gap exactement, Gérald, qui souhaitait monter à Paris, qui souhaitait connaître Daniel, et ils vont vivre presque plus de 5 ans ensemble. J'ai une pensée aussi pour Gérald parce qu'il est depuis décédé du sida, et c'était un très très beau garçon, et je crois qu'il y avait une fascination de l'un par rapport à l'autre, et ils avaient plus de 60 ans de différence. C'était beaucoup de tendresse entre eux deux, vraiment.